On a un petit peu subi et surtout à chaque fois qu'ils sont venus entre camp, ils ont réussi à marquer des points. Nous sommes le 5 février et c'est un jour de deuil pour le rugby français. Le président de la République ne devrait pas tarder à faire une allocution et d'après une source proche du dossier, il devrait décréter ce jour, la date du 5 février, comme un jour de deuil national. Ce jour deviendra férié à partir de demain. Il sera enseigné à l'école en cours d'histoire. Cette date tragique à laquelle le 15 de France perdit contre le 15 d'Italie et mit fin à une série de 13 victoires consécutives. Une défaite logique et sans équivoque. La série d'automne, bien que victorieuse, fut peut-être l'arbre qui cachait la forêt pour ce 15 de France si prometteur. Comment il va? Bon, tu dis que j'ai pété mon petit délire sur l'intro, hein. Bah, peut-être ben que oui, mais peut-être ben que non, hein, parce qu'à mon avis, demande aux Gallois et aux Australiens ce qu'ils en pensent de l'équipe d'Italie. Tout d'abord, l'Italie, c'est un pays qu'on adore. C'est les antipasti, les pâtes, les pizzas, la dolce vita, et également c'est des charmeurs. Cet automne, après le match contre l'Afrique du Sud, on a leur ailier Pierre Bruno qui a demandé sa femme en mariage sur le terrain. Si c'est pas beau, ça? L'Italie en chiffres, c'est quand même à notre avantage. Depuis 2010, on les a rencontrés 16 fois avec 14 victoires. La dernière défaite, c'est 2013 et c'est un petit 23-18. C'était pas le plus beau rugby, mais en attendant, l'Italie, elle est en train de se reconstruire. Leur entraîneur, c'est le néo-zélandais Kieran Crowley, mais j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. C'est un entraîneur, il a le souci des détails. Si vous vous rappelez du match du dernier tournoi contre les Italiens au Stade de France, ils nous ont quand même inquiétés pendant 40 minutes et ils nous mettent un magnifique essai en début de match. C'est eux qui ouvrent le score avec une transversale au pied de Garbisi, il me semble. Quand il y a un sélectionneur qui arrive, c'est jamais facile de s'approprier le groupe, les ressources avec le profil de l'équipe et des joueurs. Et surtout, quand il arrive, il est face à une équipe, c'est des losers dans leur tête. Les mecs, ils ont perdu 36 matchs d'affilée dans le tournoi Destination. Comment est-ce que tu veux être bien dans ta tête quand tu es habitué à perdre et quand tu es dans ce cycle de défaite? 2022, pour eux, c'est peut-être le déclic de l'équipe d'Italie. 5 victoires en 7 rencontres, ça doit vraiment leur faire du bien dans la tête. J'en parle sur la présentation des équipes du tournoi, je t'invite vraiment à voir la vidéo, il y a le lien qui va s'afficher. Ils sont allés gagner au Pays de Galles sur la dernière journée Destination et derrière ils ont embrayé avec une victoire contre l'Australie cet automne, c'est quand même pas mal. Les autres victoires qu'ils ont, elles sont contre des plus petites équipes et donc sportivement moins significatives. En revanche, elles sont très importantes pour une chose pour cette équipe d'Italie, c'est la visibilité du rugby au sein de l'Italie. C'est-à-dire que si tu as une équipe nationale qui perd, ton exposition médiatique est moins grande et pour développer le sport, pour construire le sport, avoir plus de licenciés, c'est plus compliqué. Et donc c'est pour ça aussi que l'Italie a fait le choix de rencontrer des plus petites nations entre les grosses nations parce que c'est la moins bonne de toutes les grandes nations mais c'est la meilleure de toutes les petites équipes. Et donc il faut qu'ils trouvent un juste milieu entre des victoires et des défaites. Pour moi, ils ont réussi à développer un état d'esprit et une force collective. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants aujourd'hui et qu'ils ont inversé ce cycle où tu perds tout le temps à un cycle où tu arrives à gagner, il faut s'intéresser au passé. Jusqu'en 2017, les Italiens en U20, ils terminaient avec la cuillère de bois tous les ans, 0 victoire, que des défaites. À partir de 2018, ils ont commencé à battre les Gallois et les Écossais sur le 6 nations moins de 20 ans. Un fait intéressant, ils n'ont plus perdu en U20 depuis 2018 contre l'Écosse, ça veut quand même dire quelque chose. Sur le tournoi 2020, ils terminent 3e à égalité avec l'Angleterre. Ils ont 3 victoires, l'Angleterre a 2 victoires, mais du coup moins de bonus. Et fait intéressant, ils ont quand même battu les U20 anglais 6-0. On a du coup cette nouvelle force italienne, les jeunes qui débarquent avec une autre mentalité que les anciens n'avaient pas forcément. Attention, les anciens, il y avait des joueurs très bons, mais ils n'avaient peut-être pas cette même mentalité où tu joues pour gagner, tu es dans une dynamique de victoire, et en fait, tu n'as pas peur d'affirmer que tu es au niveau des autres. Tu fais pas de complexe par rapport aux autres. Ils n'ont pas ce vécu de défaite à répétition avec peut-être une forme de résilience de la part des joueurs. Ils sont incarnés par cette jeune charnière, avec Stéphane Varney qui a 21 ans et qui joue à Gloucester, et Garbisi qui joue à Montpellier qui a été champion de France. Donc on a des joueurs qui évoluent quand même au plus haut niveau européen. Cette mentalité, ils la portent avec eux au même titre que les jeunes qui débarquent en équipe de France qui ont été champions du monde moins de 20 et cet état d'esprit que peut-être les anciennes générations n'avaient pas. Ils sont emmenés par Michel Lamaro qui est leur capitaine. Il a 24 ans, il mesure 1m89 pour 87 kg pour un numéro 7. En comparaison, Olivon il mesure 1m90 pour 108 kg. Jelonche 1m95 pour 111 kg. Et donc on a un déficit. Avec ce déficit de poids et de puissance peut-être sur certains postes, le technicien, leur entraîneur, il a dû développer un système de jeu qui leur est propre, mais du coup qui est basé peut-être plus sur la rapidité et la vitesse. On en parle? Bon allez, je suis sûr que tu as envie d'en savoir plus sur le système de jeu de l'Italie, mais avant, pour le travail qui a été fourni, merci s'il te plaît, mets un petit pouce bleu pour l'algorithme YouTube, abonne-toi et mets la petite cloche, c'est ultra important pour le développement de la chaîne.
L'Italie, pour moi, elle utilise un système qui est un petit peu hybride entre le 1-3-3-1 et le 1-4-2-1. Et je pense que c'est plutôt un genre de 1-4-2-1 qu'ils utilisent. Je vous explique à quoi ça va correspondre. Petit rappel pour ceux qui ne suivent pas la chaîne depuis longtemps. Le système en 1-3-3-1, on a 2 runners dans les couloirs et on a 2 blocs de 3 au milieu. Le bloc qui est devant le 10 ou à proximité du 10, je l'appelle le bloc 10. Et le bloc qui est au centre du terrain devant le 12 ou le 13, généralement, je l'appelle le bloc 12. Bon, revenons à nos moutons. Quand je parle du bloc 10 qu'utilise l'Italie, ça me rappelle essentiellement le bloc 10 à 4 joueurs qu'utilise le Japon. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai créé une souscription qui coûte 5 balles par mois et sur lequel en fait je vais faire des analyses plus poussées. Alors c'est à destination plutôt des entraîneurs et j'ai pas envie de casser la tête à tout le monde avec ça. C'est par exemple le bloc 10, comment est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on l'utilise et quelles sont les différentes options et variations qu'on va avoir avec. Bon, j'ai dit qu'on n'en parlait pas trop, on revient à nos moutons. Bref, ce bloc de 4 joueurs, il semble être plutôt utilisé par des équipes plus mobiles qui n'ont pas forcément la densité physique pour rivaliser avec certaines nations. Et donc, quand on est sur une défense organisée, pour remettre de la vitesse ou de l'avancée avec ce fameux bloc 10 sur une relance de jeu, ça va pas être évident. C'est-à-dire que quand tu as les Japonais qui vont te cogner contre les Sudaf ou les Français, c'est un peu plus compliqué. Donc, on essaye de déplacer un petit peu plus le jeu avec ces joueurs. Cette façon de jouer pour moi avec un bloc 10 à 4 joueurs, elle permet de resserrer les défenses, ce qui va potentiellement sur le bloc 10 t'amener plus de patterns en attaque et plus de variations. Allez, vas-y, dis-le. Je sais que tu vas le dire. Arrête d'utiliser des mots anglais, on dit pas pattern, on dit schéma. Bon, cela permet plus de variations dans tes schémas d'attaque au niveau du bloc 10. Ils utilisent aussi ce que je vais appeler des attaques éclairs. Des quoi? Des attaques éclairs. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui nous a encore produit? En fait, j'ai rien inventé du tout. C'est Galtier qui nous explique que pour attaquer, il peut attaquer de façon horizontale ou de façon transversale. Bon, les attaques éclairs, c'est quand on a ces joueurs qui sont positionnés transversalement et qui du coup vont se projeter très rapidement, du coup occuper l'espace et venir agresser des intervalles. Et ils vont effectuer une petite série de passes sur le pas avec des joueurs qui redressent leur axe de course et qui vient arrêter les défenses comme ça. C'est extrêmement difficile de défendre sur ce genre de situation puisque si la balle est au centre, on split la défense en deux et les joueurs qui sont dans l'axe vont tous se projeter, les défenseurs n'auront pas forcément le temps de basculer. Pour le réaliser, il faut des joueurs qui ont une mobilité très importante et qui techniquement ont les capacités en fait d'occuper l'espace et de jouer très proche de la défense avec des toutes petites passes. Et maintenant ces joueurs, ils les ont et ils ont ces profils très rapides et qui sont très bons avec un tout petit peu d'espace qui leur permettent de réaliser des attaques comme ça. Et c'est là où ils deviennent très dangereux aussi, les Italiens. Et ça leur permet de trouver des solutions autres que dans l'affrontement et le combat pur, là où ils auraient peut-être du mal à rivaliser à certains moments. Bon, après, on va pas se leurrer, quasiment toutes les équipes utilisent ce genre de système en attaque, mais l'Italie, c'est vrai qu'ils l'ont développé là où on le voyait pas avant. On a commencé à le voir sur le dernier tournoi Destination, et puis surtout, on a commencé à le voir pas mal en automne. À ce niveau-là, toutes les équipes, elles ont quasiment les mêmes systèmes de jeu, elles savent plus ou moins comment faire. Alors, ce que je vous dis, il y a des petites variations en fonction des blocs et des schémas d'attaque, mais globalement, c'est la même chose. Les mecs, ils ont quasiment les mêmes physiques, la même technique individuelle et les mêmes capacités physiques. Ce que tu as besoin, tu vas avoir besoin de quelques joueurs dominants ou qui ont cette perception des informations plus rapide et qui vont être capables de faire la différence. Parce que tu prends des mecs comme Damien Penaud, il y en a d'autres qui ont les mêmes qualités que lui, ou Cheslin Colby, ou Gabin Villière. En revanche, ce qui va faire leur différence, c'est quand ils sont dans le feu de l'action et dans une situation, ce que j'appelle une situation de stress, où en fait tu dois juste réagir avec un mec qui te charge, et dans ce cas tu vas mettre un tout petit appui pour l'esquiver. C'est pas des choses qui sont travaillées, c'est juste perception des informations et réaction. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux sur la perception des informations. Et ce qu'il te faut du coup dans une équipe, c'est 2 ou 3 joueurs ou un maximum de joueurs dominants là-dessus, sur ces secteurs qui vont être capables de te faire la différence, de percevoir les informations plus rapidement et d'être au bon endroit au bon moment. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que pour moi, ils en ont 2 derrière, avec Ange Capuzzo, on le présente plus, c'est leur serial marqueur, et un autre, c'est Monty Ioane, qui lui allie en même temps la vitesse et la puissance et qui est capable de générer de l'avancée et de débloquer des situations pour l'équipe d'Italie. Et les faiblesses de l'Italie, on en parle. Et ouais, on a tous envie d'en savoir plus sur où est-ce que l'Italie, on peut les mettre en difficulté. Et ben en fait, il n'y a aucune révolution là-dedans et je pense que tout le monde connaît la réponse. La première chose, c'est la conquête. Même s'ils sont en train de s'améliorer en touche, nous, je pense qu'on est assez performants. En revanche, c'est la mêlée où on est capable de les cabosser. Et no scrum, no win, ça c'est sûr. Le second point, c'est le jeu au pied. Garbisi, il avait amené un petit peu plus de stabilité au pied. Autant Tommaso Allan, il est beaucoup moins fiable. C'est-à-dire que sur les tirs au but, il est pas ultra performant et ensuite il fait beaucoup d'erreurs de jeu au pied dans le jeu courant et il fait beaucoup d'erreurs de jeu au pied. Alors dans le jeu courant c'est des choses que tu peux accepter parce que tu prends la pression, tu dévisses etc. En revanche sur des pénales touches ou à des moments où il y a moins de pression, il faut qu'il s'applique un petit peu plus.
S'ils arrivent à trouver plus de régularité dans leur conquête et dans le jeu au pied, je pense qu'ils peuvent nous mettre en difficulté. Parce que la France, avec notre jeu de dépossession, si on commence à jouer dépossession contre dépossession, ça va être un match très fermé comme l'année dernière. Mais on ne sait pas comment ça peut basculer. Et la troisième chose qui peut les handicaper, et je pense que c'est le cas de beaucoup de petites nations, c'est l'arbitrage. Que tu le veuilles ou non, les arbitres, ils sont impartiaux, mais quand tu arbitres une grande équipe face à une petite équipe, et ben en fait, quand tu vas avoir Danti qui vient contester, même s'il pose légèrement ses mains au sol et qu'il gratte dans le même mouvement, peut-être que l'arbitre aura tendance à être plus tolérant avec certains joueurs ou certaines équipes. Avant la petite question de la fin, je vous le répète, c'est vraiment important de commenter, même pour dire merci. Moi, je suis le premier à regarder les vidéos, je mettais pas de like et pas de commentaires. Et quand je vois comment c'est la galère quand t'es de l'autre côté, et ben en fait, je le fais pour remercier le mec qui est derrière l'écran et que t'es en train de regarder et le boulot qui a été fait parce qu'on s'en rend pas forcément toujours compte. Bon, la question, je l'ai dit, l'année dernière, le match avait été très fermé avec beaucoup de jeux au pied. Il n'y a pas de raison que ça change parce que Galtier, c'est son style de jeu. Et tant que tu n'as pas le score, tu joues ce jeu d'occupation où tu vas défendre chez l'adversaire. Là-dessus, il y a zéro doute. En revanche, est-ce que tu penses que l'Italie est capable de nous mettre en difficulté dans ce style de jeu? Est-ce qu'elle va décider d'envoyer du jeu au même titre que les Box l'ont fait ou l'Australie, ou est-ce qu'elle va rentrer dans ce jeu de dépossession? On les voit comme des challengers à la Coupe du Monde. Est-ce qu'à ton avis, ils peuvent sortir des poules face à la France et la Nouvelle-Zélande? Allez, oublie pas de mettre ton commentaire, abonne-toi et topette!